j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo qui sera un nouveau bilan de lecture. Alors, cette vidéo est assez particulière car je la fais bien en avance. Car comme vous le savez, je pars bientôt en vacances. Il me reste plus qu'une semaine avant de partir. Et j'aimerais finir ma palle avant de partir en vacances donc. Et donc j'aimerais faire mes vidéos toujours pareil avant de partir, comme ça va m'empêcher d'oublier les histoires. Donc je vous la fais avant de partir et je vous la mettrai par contre quand je reviendrai de vacances. Donc vous, au moment où vous allez la voir, je serai déjà revenue. Voilà. Et comme ça, moi, ça me permet de pouvoir passer à autre chose. Donc pour ce bilan lecture, j'ai fini mes deux premiers livres de ma palle de 4. Donc j'ai lu le Ken Follet, Le Cercle des Jours aux éditions donc Robert Laffont. Par contre pareil, je vais poser le livre car il pèse 1 tonne. Donc c'est un livre historique. Nous sommes 2500 ans avant notre ère, donc dans la période du néolithique. Nous allons être en Angleterre à Stonehenge. Donc, donc à cette époque-là, on n'appelait pas ça Stonehenge, on appelait ça le monument. Voilà. Il y avait des hommes qui venaient du néolithique qui étaient là, donc on avait différents clans. On avait le clan des éleveurs, le clan des chasseurs et le clan des agriculteurs, donc 3 clans. Et chaque individu donc, avait une tâche particulière. Et nous, on va suivre dans cette histoire, si je me souviens bien de son prénom, Seft. Voilà, Seft, qui lui est tailleur de silex. Donc, il va, avec son père et ses 2 frères, donc il va creuser une mine où il va récupérer du silex, donc des endroits bien spécifiques où il peut retrouver cette matière première. Voilà, pour qu'ensuite il le taille et qu'après il puisse revendre ce silex pour que d'autres personnes puissent fabriquer des outils avec, donc comme des marteaux, des couteaux, des cuillères, des fourchettes, etc. etc. Et donc en fait, Seft, son père et ses 2 frères ont vont à un moment donné aller jusqu'au monument, donc jusqu'à Stonehenge, pour une cérémonie particulière qui a lieu toutes les périodes de changement de saison. Donc on a l'équinoxe d'été et l'équinoxe d'hiver, si je ne me trompe pas, et le solstice de printemps et le solstice d'automne. Voilà. Donc chaque changement de saison, tous les clans sont réunis à Stonehenge pour faire du troc. Voilà. Il y a une cérémonie qui est organisée pour ce changement de saison, voilà, qui est organisée par des prêtresses qui sont là pour, comment dire, pour faire du spectaculaire. Et on a aussi des aînés qui sont là, eux, pour essayer de régler les conflits. Voilà, parce que des fois, il y a des conflits entre certaines personnes qui font du troc, et donc du coup, les aînés sont là pour régler ces fameux conflits. Donc Seft, lui, est pressé d'arriver à une de ces cérémonies, car il a envie de revoir une de ses amies qu'il a rencontrée l'année passée, donc Naine, qui elle habite pas loin de Stonehenge, donc du monument, donc il a envie de la revoir pour essayer de lui parler parce qu'il a vraiment un coup de cœur pour elle et il a vraiment envie que tous les deux se mettent en couple, emménagent ensemble tout simplement pour leur vie, qu'ils aient des enfants, etc., etc., pour pouvoir partir de l'emprise de son père, car son père est quelqu'un de très violent. Voilà, il est maltraité par son père et par ses deux frères, et il a vraiment envie de quitter
comment dire, cette famille toxique, voilà. Et donc c'est pour ça qu'il veut vraiment revoir Naine pour lui en parler et voir ce qu'ils peuvent faire à deux. Sauf que les choses ne vont pas très très bien se passer, mais il va quand même réussir à partir de l'emprise de son père pour aller avec un autre tailleur de silex, voilà, pour se faire la main avant de revenir voir Naine et lui reproposer pour qu'ils vivent ensemble. Et donc à un moment donné, Naine va accepter, donc il va vivre avec Naine, la sœur de Naine, sa sœur aussi, enfin la mère de Naine, pardon, sa sœur Joa et son frère Anne. Joa qui elle va devenir prêtresse, voilà, parce que elle a, comment dire, elle a d'autres aspérités, elle ne se sent pas bien, elle n'a pas envie de se mettre en couple avec un homme ou avec une femme, et elle est différente des autres, elle est très intéressée par tout ce qui est les étoiles, les astres, la façon dont les prêtresses, comment dire, comptent, voilà, parce que à cette époque-là, à la période du néolithique, les gens comptaient, avaient une façon particulière de compter. Ils comptaient avec leurs doigts et tous les membres de leur corps, voilà. Mais ils n'arrivaient pas à compter jusqu'où nous on peut compter en fait. Il n'y avait que les prêtresses qui arrivaient à comprendre comment compter beaucoup plus loin que ce qui était fait d'habitude. Voilà. Et donc, Joie a très envie de connaître ça. Elle s'y intéresse vraiment et elle va finir par devenir prêtresse. Et donc, on va suivre ces personnages-là et d'autres personnages des autres clans pour comprendre comment évolue chaque clan. Voilà, comment chaque clan a leurs propres règles et comment est-ce qu'ils établissent leurs règles, comment ils vivent entre eux, et voilà, et donc on va se rendre compte qu'il va y avoir dans cette histoire certains conflits qui vont agir, car il va y avoir dans l'histoire une période de sécheresse qui va mettre à mal tous les clans, voilà. Tous les clans ne vont pas réussir à s'en sortir, il va y avoir pas mal de morts et donc des conflits qui vont arriver parce que certains clans s'en sortent un petit peu mieux que d'autres, même si c'est plus compliqué pour certains que pour d'autres. Voilà, et donc ça va amener des conflits, on va voir comment est-ce qu'ils vont régler tout ça. Alors bien sûr, avec Ken Follett, on va avoir le clan des gentils et le clan des méchants. Et voilà, et donc on va vivre avec tous ces personnages et toutes ces histoires. Voilà, avec toutes ces règles et on va voir comment ces hommes du néolithique arrivaient à vivre et arrivaient à vivre en harmonie, si on peut dire ça comme ça, et comment est-ce qu'ils évoluaient au fur et à mesure des saisons. Voilà. Donc moi, c'est une histoire que j'ai plutôt bien aimée dans l'ensemble. J'aurais aimé comment dire, que l'auteur, surtout à la fin du roman, nous raconte comment est-ce qu'il en est venu à, comment dire, à faire une histoire sur ce lieu emblématique que nous on connaît tous et sur cette période de l'histoire, chose qu'il ne nous raconte pas à la fin. Voilà, il nous dit juste les personnes qu'il a rencontrées pour raconter son histoire, mais moi j'aurais aimé qu'il aille beaucoup plus loin dans ses explications, chose qu'il ne fait pas. J'aurais aimé qu'il nous dise aussi ce qui était faux et ce qui était vrai. Alors ce qui est faux, je me doute bien, c'est les personnages, parce que il ne peut pas, comment dire, il a inventé tous ces personnages, voilà, même s'il a eu une base à exploiter, voilà, il a exploité cette base, mais on sent bien que tous ces personnages n'ont peut-être pas forcément existé, ça c'est sûr. Voilà, mais j'aurais aimé qu'il nous l'explique ça, et ça il nous l'a pas expliqué à la fin, et moi ça m'a un peu déçu, mais sinon dans l'ensemble, l'histoire allait, voilà, j'ai pas vraiment ressenti de longueur, c'était une bonne histoire. Il nous l'a bien raconté, même si à la fin ça m'a un peu, comment dire, embêté aussi parce que à la fin il nous parle vraiment de Stone Age. Comment dire, il va y avoir un projet
qui va mûrir dans l'esprit de certains personnages par rapport à Stonehenge, qui vont essayer de mettre en place au fur et à mesure des années, voilà, ils ne vont pas y arriver, mais ils vont vraiment y arriver vers la fin. Et moi, j'aurais aimé qu'ils le mettent plus en avant au début, enfin, ou au milieu du roman, et pas forcément vers la fin, parce que du coup, ça ramène un petit peu de longueur malgré tout. Voilà, mais sinon dans l'ensemble ça s'est très bien passé et je suis sûre que tous les fans de Ken Follett seront ravis de lire cette histoire. Donc voilà, sinon moi dans l'ensemble ça a été. Sinon, en deuxième lecture, j'ai lu le roman de Max Moneuet, Chien fou, aux éditions HarperCollins Noir. Excusez-moi, 5 minutes, je bois de l'eau pour me réhydrater et éviter de tousser. Donc, Max Moneuet, Chien fou, aux éditions donc HarperCollins Noir, c'est une lecture que j'ai adorée. Alors, Max Moneuet, il faut savoir que moi je l'ai lu une fois, j'ai eu la chance de la rencontrer d'ailleurs, au Salon du Livre de Neux-les-Mines, mais il y a déjà quelques années de ça. Je lui avais pris son livre, Je suis le feu. Elle m'avait gentiment dédicacé son livre, donc j'étais très contente. Voilà. Et j'avais plutôt bien aimé son livre, et ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas lu. Et là, j'ai vu que ce livre-là sortait, donc Chien fou. J'ai vu qu'il était sorti et je l'avais acheté à mon espace culture de chez Leclerc. Et je me suis dit, tiens, je vais relire à Max Moneuet et je vais voir ce que ça donne. Et ben, j'ai vraiment adoré cette histoire. Ça m'a fait plaisir de retrouver la plume de l'autrice. Dans cette histoire, donc Chien fou, on va être avec un homme, on va faire la connaissance d'un jeune avocat, donc Alano Garcia, qui est un avocat brillant, mais qui a les dents longues et qui aimerait avoir un peu plus de célébrité. Il aimerait avoir un peu que ses affaires aient un peu de plus de comment on dit, de notoriété, il aimerait que les médias parlent beaucoup plus de lui. Et donc en fait, un jour, un de ses collègues va lui proposer une affaire, l'affaire du siècle. Voilà, il va lui proposer l'affaire de Vincent Auriol, qui est un jeune homme qui vient d'être accusé d'avoir violé 6 femmes. Sauf que son avocat ne peut plus le représenter, car il y a conflit d'intérêts dans l'histoire. Et donc, il va proposer l'affaire à Alano. Mais Alano va être un peu réticent, car il a promis à sa femme de ralentir au niveau de ses affaires d'avocat, car il travaille trop. Et il est beaucoup moins chez lui, voilà, à s'occuper de sa femme, qui elle est enceinte. Voilà, et donc il lui a promis de ralentir, mais quand son collègue va lui proposer cette affaire, donc il va quand même l'accepter parce que il sait que l'affaire du chien fou va lui permettre vraiment d'être comment dire, d'être reconnu médiatiquement. Donc il se dit que ça va être l'affaire du siècle, que les médias vont s'en emparer et que bien évidemment son visage va être sur tous les médias. Donc il va quand même accepter l'affaire. Et donc c'est là que nous on va faire la connaissance de ce Vincent Auriol. Alano va donc aller à la prison, il va lui parler pour essayer de préparer donc le procès. Voilà, donc il va lui poser des questions, il va lui faire parler de sa vie, il va lui parler de son boulot, de sa vie en général, pour essayer de comprendre le profil de ce jeune homme. Il va se reconnaître un peu en lui parce que on va le comprendre très vite. Vincent Auriol n'a pas eu une vie évidente. Il a eu une enfance très torturée. Voilà, il n'a pas connu son père. Il a vécu toute sa vie avec sa mère qui est malheureusement tombée malade. Elle a une sclérose en plaques et c'est compliqué pour Vincent de s'occuper d'elle. Il a trouvé un travail de nuit. Il ne travaille pas 2 jours pour justement pouvoir s'occuper d'elle.
Et un jour, en fait, on va tout simplement l'accuser d'avoir violé 6 femmes, car bah, son ADN était sur les vêtements de l'une d'entre elles. Et donc, voilà, il va se faire... les médias vont l'appeler le chien fou, mais il ne cesse de clamer son innocence. Et Alano va en être certain, Vincent est innocent, donc il va tout simplement trouver des moyens de, comment dire, tout simplement de faire sauter les preuves que l'avocat de la partie adverse a trouvé. Et donc nous, on va... Excusez-moi, j'ai un chat. Et donc nous, on va être avec la partie, donc quelques mois avant le procès. On va être aussi avec la partie où il y aura le procès et la partie après le procès. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? Parce qu'on va vite le savoir, Alano a quitté Bordeaux, là où il vivait avec sa femme, pour aller se réfugier en Andalousie, donc avec sa femme dans la maison de sa mère, donc voilà, enfin de ses parents, de sa mère et de son père, qui sont décédés depuis quelques années, voilà. Et on va se poser la question, on va se dire, mais pourquoi est-ce que il a quitté Bordeaux pour aller en Andalousie? Donc on sent qu'il s'est passé quelque chose, qu'il fuit quelque chose, qu'il a peur de quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi. Et donc, tout au long de l'histoire, nous, on va suivre Alano, qui va nous raconter son histoire. Donc, il va nous raconter les mois avant le procès. On va vivre le procès. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'adore tout ce qui est judiciaire. J'aime beaucoup les romans comme ça qui nous expliquent comment se passe un procès, qu'on voit l'avocat en train d'essayer de plaider l'innocence de son client et de voir comment ça se passe entre bah, l'avocat adverse et puis les juges et les jurés, voilà comment on fait pour, comment les jurés font pour soit rendre la personne coupable ou non coupable. Et moi j'aime bien cette ambiance-là. Moi il y a un auteur que j'aime bien et qui fait ça, qui fait beaucoup ça, c'est John Grisham, je vous en ai déjà parlé, si vous me suivez, bien évidemment. Et donc là, on va suivre ce fameux procès et ça va nous tenir en haleine. On va se poser la question, donc est-ce que Vincent Auriol est coupable ou innocent? Il va y avoir bien évidemment les victimes qui vont parler et qui vont bah, donner plein de petits... qui vont nous raconter donc, ce qu'elles ont vécu. Donc ça, c'est vraiment atroce. Voilà, elles ont vécu vraiment quelque chose vraiment d'atroce. Et puis, on va voir le verdict qui va tomber. Alors là, déjà, le verdict est très surprenant. Je vous dirai pas pourquoi, mais ça sera à vous de le découvrir. Et puis, excusez-moi, j'ai vraiment du mal. Et puis, on va être aussi, donc, comme je vous l'ai dit, donc après ce procès, voilà, on va voir que Alano, lui, vit en Andalousie, donc avec sa femme. Il a des voisins assez particuliers qui passent leur vie à chasser avec des chiens qu'ils appellent des galas. Alors attendez, des galgos, voilà. Ce sont des lévriers espagnols, mais ils ont des traditions très spéciales et ils maltraitent, voilà, il y a une maltraitance animale dans ce livre. Donc je tiens à vous prévenir, pour ceux qui n'aiment pas la maltraitance envers les animaux là, l'autrice en parle beaucoup et elle force les détails. Donc si vous n'aimez pas la maltraitance animale, surtout ne lisez pas ce livre parce que voilà, elle en parle. C'est comment dire, c'est une histoire à part, mais ça, comment dire, c'est à part, mais de la façon dont elle en parle, en fait, elle tisse, elle assemble les pièces du puzzle. Et dans l'histoire, donc, on a ces pauvres chiens qui sont là et on va vivre leur calvaire. Voilà, à un moment donné, on va être avec ces chiens, ces pauvres bêtes qui souffrent, qui se font maltraiter donc, par leur maître. Et on va voir à quel point
cette tradition andalouse, on peut faire du mal à cette pauvre bête. Donc si vous n'aimez pas la maltraitance animale, bah, ne lisez pas ce livre, car l'autrice en parle. Voilà, à force de détails. Moi, alors, ça me... comment dire, ça m'a un peu gênée, mais j'ai réussi quand même à lire, voilà, parce que ça a son importance dans le livre, et c'est bien qu'elle en parle, parce que moi je ne connaissais absolument pas l'histoire de ces chiens espagnols. C'est espagnol, l'Andalousie, je crois. Il me semble que l'Andalousie c'est en Espagne. Je ne sais plus, mais il me semble que si. Enfin bref, voilà, donc en Andalousie, et donc, du coup, voilà, et j'ai adoré ce roman du début jusqu'à la fin. Déjà, quand je l'ai commencé, j'ai commencé à lire le prologue. Rien qu'à lire le prologue, je me suis dit, oula, je me suis dit, tu me lances du lourd. J'ai très envie de savoir ce qu'il va se passer dans cette histoire. Et en fait, j'ai adoré cette histoire du début jusqu'à la fin. Ça a vraiment été... Alors, c'est pas un coup de cœur, parce qu'il m'aurait fallu quelque chose en plus pour avoir le coup de cœur, mais en tout cas, ça a été une très très bonne lecture. J'ai adoré la plume, retrouver la plume de l'autrice, voilà, qui est une plume immersive. C'est un thriller très sombre, voilà. J'ai adoré le côté judiciaire de cette affaire. Et puis la fin est magistrale, parce qu'on a plein de petits rebondissements, et au final toutes les pièces du puzzle s'assemblent, et ça reste du très très bon thriller. Voilà, donc je ne suis absolument pas déçue d'avoir lu ce livre. Donc si vous n'avez jamais lu Max Moneuet, n'hésitez pas, car ça reste une très bonne autrice que je relirai avec grand plaisir. Voilà. Donc voilà pour ce bilan lecture, donc j'espère qu'il vous aura plu. Moi, donc en ce moment, je suis en train de lire la suite de ma palle. Donc je suis en train de lire Anne Agatha Christie, N ou M, aux éditions Hachette. Et ensuite, donc je vais finir cette palle. Et je vais finir avec Touriste Saison, donc le tome 1 de Brian Weaver, aux éditions Verso. Donc c'est une trilogie. Le 2 est sorti, il me semble. En tout cas, je l'ai vu passer sur les réseaux. Moi, je n'ai pas encore lu le 1, mais j'ai hâte de lire ce livre, car apparemment, il a beaucoup plu. Voilà. Donc voilà. Voilà donc pour le reste de ma palle. Donc j'espère que ce bilan et cette file de palle vous donnent envie. Moi je vous souhaite donc un très bon week-end, car nous sommes samedi. Donc comme je vous l'ai dit, je ne la posterai pas cette vidéo, je la posterai après mes vacances, donc dans 2 semaines, même beaucoup plus, puisque là dans 3 semaines. Hein. Vu que là on va commencer la semaine, mais c'est pas cette semaine là que je pars, c'est la semaine encore d'après. Voilà, donc dans 3 semaines, vous aurez cette vidéo que je posterai un lundi, bien évidemment. Voilà, et puis c'est tout ce que j'avais besoin de vous dire. Donc je vous souhaite un très bon week-end, de très bonnes lectures, de très bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances, les Haussiens, dont j'en ferai partie. Et je vous dis donc à dans 2 semaines, et pour des nouveaux bilans lecture et des nouveaux book hauls. Bye bye.